Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest mais aussi au-delà. À suivre ce samedi, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le pays organisateur, le Maroc, est opposé au Mali. Les jeunes Marocains visent un premier sacre dans la compétition et les Maliens qui comptent déjà 3 trophées, eux visent un record en tentant de remporter un 4e titre. Ce week-end, nous parlons aussi des demi-finales de la Ligue des champions européenne à venir dans 10 jours. Nous aurons droit à de belles oppositions. Arsenal affrontera le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone jouera contre l'Inter de Milan. Analyse donc des chances de chaque équipe à suivre. Dans un instant, nous reviendrons également sur l'élimination du Real de Madrid, du Bayern de Munich et du Borussia Dortmund du Guinéen Serhou Guirassy de la Ligue des Champions. Pour en parler avec moi ce week-end, Khalifa Koné, journaliste sportif, vous êtes avec nous en ligne d'Abidjan. Ça fait plaisir de vous retrouver, Khalifa Koné, de pouvoir compter sur vos analyses, vos commentaires. Bienvenue. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Tout d'abord, à suivre ce samedi, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Maroc. Belle opposition entre le pays organisateur, le Maroc, et le Mali. Match à suivre tout à l'heure à 14h temps universel. Pour rappel, les deux pays sont qualifiés pour la Coupe du Monde U17 qui se jouera au Qatar en novembre prochain. Le Burkina Faso est éliminé en demi-finale, mais qui a également fait une belle compétition, fait aussi partie des 10 pays qui représenteront l'Afrique à cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. C'est également le cas de la Côte d'Ivoire, qualifiée pour le mondial U17, tout comme le Sénégal, la Tunisie, la Zambie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Les 29 et 30 avril prochains, soit dans 10 jours, de belles affiches de Ligue des Champions nous attendent, de belles oppositions dignes des grandes soirées de Ligue des Champions européennes. La première demi-finale de la Ligue des Champions opposera les Anglais d'Arsenal aux Français du Paris Saint-Germain. D'abord, est-ce une affiche équilibrée au vu de la forme actuelle des deux équipes? Je serais tenté de dire oui. Au vu de la forme des deux équipes, c'est une affiche équilibrée. Parce que il faut rappeler que les deux équipes se sont affrontées en début de saison régulière de la Ligue des Champions à l'Emirates Stadium où les Parisiens n'ont pas franchement insisté, même s'ils avaient la possession. Ils se sont inclinés 2-0. Et depuis lors, de l'eau a coulé sous le pont. Les Parisiens sont devenus plus dynamiques dans l'utilisation du ballon. Ils ont aligné des résultats qui a permis de décrocher le titre de champion déjà. De son côté, Arsenal a fait face avec assez de blessures. En attaque avec Gabriel Jesus et Havertz et en défense avec Gabriel Magalhaes, le Brésilien. Donc l'un dans l'autre, au vu des différentes prestations ces dernières semaines, je peux dire que c'est une confrontation qui part d'abord équilibrée, mais reste à voir comment est-ce que les équipes vont aborder ces deux matchs et les ingrédients qu'ils vont mettre. On voit une équipe du Paris Saint-Germain transformée par Luis Enrique qui compte plus sur son collectif que sur ses individualités. Est-ce que la mentalité a changé côté Paris Saint-Germain? Oui, la mentalité a changé parce que depuis le début de saison, il faut dire que Luis Enrique a fait face avec les forces en présence. Le départ de Kylian Mbappé qui a rebattu les cartes où il a fallu affirmer la philosophie de jeu et la dynamique entamée avec la direction. On finit l'étape des bling-bling avec les joueurs hors normes, les joueurs qui s'accaparent toute la lumière. On va sur un jeu de possession avec des jeunes. Donc, Luis Enrique a fait le pari de construire un collectif, même si au début de saison, c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas proprement dit de neuf. En début de saison, c'était franchement difficile parce que les Parisiens n'arrivaient pas à se créer des occasions et aussi à inscrire des buts. Mais je pense que après cette période de transition qui était le début de saison, les Parisiens ont su trouver l'équilibre, surtout aussi avec le mercato de janvier qui a permis aussi d'avoir certaines forces pour peaufiner l'effectif, l'arrivée de Kvaratskhelia qui a permis d'étouffer un peu l'effectif et l'affirmation de Désiré Doué. Donc ça a permis aussi à Ousmane Dembélé de se montrer plus performant, ce qui a permis à Paris de s'affirmer dans le collectif et de donner raison à Luis Enrique. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le PSG aujourd'hui est très fort en Europe. C'est quasiment l'équipe la plus forte en Europe. Est-ce que justement le Paris Saint-Germain pourra tenir face à une équipe anglaise d'Arsenal qui met quand même beaucoup d'intensité dans le jeu?
Ça sera difficile. Il reste à voir comment est-ce que les Anglais vont aborder les matchs. Je rappelle qu'ils sont franchement diminués et au match aller, ils feront face à la suspension de Thomas Partey, un régulateur très très important dans le dispositif de Mikel Arteta. Ça sera difficile, franchement, ça sera difficile. Ça va se jouer à des détails parce que les Anglais, on les sait depuis quelques années maintenant, ils ont mûri. Arteta a valablement construit son effectif, son jeu. Arteta a su construire son équipe. C'est une équipe pleine. C'est l'une des équipes les plus complètes d'Europe, que ce soit au niveau du gardien, en défense, au milieu et en attaque. Rien n'est fait au hasard. Il y a une complémentarité qui est toujours recherchée par Arteta et il y a toujours la suite dans les idées. La preuve, lorsque Kai Havertz se blesse, il y a Mikel Merino qui prend le relais. Au début, c'est un peu tumultueux, ça a balbutié un peu le football, mais force est de reconnaître qu'il a eu raison de le repositionner en ce neuf. Donc, est-ce que Paris pourra être dominateur face aux Anglais? Ça va se jouer tactiquement parce que de la manière à laquelle Arteta et les hommes d'Arteta ont mis en déroute le Real de Madrid, c'est pas étonnant parce que cette équipe a tellement évolué. Cette équipe, même en difficulté, elle est tellement résiliente que elle est tellement complète qu'il sera difficile pour le PSG de la bouger, mais rien n'est impossible. Le PSG aussi a aussi un collectif très fort. Et bien sûr, hein, une belle opposition à venir. Est-ce que avoir affronté Aston Villa en quart de finale, hein, qui est quand même une équipe anglaise, hein, est également un avantage pour le Paris Saint-Germain? Oui, c'est un avantage parce que il faut rappeler que depuis la confrontation avec City, Paris n'a fait que se prendre les clubs anglais. Donc, je peux dire que c'est un troisième match avec un accent anglais. Donc, Paris, naturellement, s'accommode, s'habitue au rythme anglais, s'habitue peut-être aux tactiques, même si les équipes sont différentes. Elles ont chacune leur philosophie de jeu, leur manière de jouer. Donc, je peux dire que Paris sortira forcément est sorti bénéfique forcément de ce double, bon, on va dire de ces trois confrontations. Ils ont affronté City et ensuite Aston Villa deux fois. Donc, c'est tout bénéfique parce que ces équipes anglaises sont tellement difficiles à jouer. Elles ont un style très atypique. Elles sont rugueuses dans le duel. Elles sont différentes dans la manière d'attaquer. Parfois, c'est du jeu de possession. Parfois, c'est du jeu direct. Parfois, on monte le curseur avec le physique. La preuve au match retour, Paris s'est fait quasiment bouffer lorsque Aston Villa a décidé de monter un peu physiquement. Je pense que Paris part déjà averti. Surtout qu'il c'est un adversaire qui n'est pas aussi étranger. Comme je le rappelle, ils ont déjà affronté Arsenal en début de saison. Donc, ils vont tirer les leçons de toutes ces confrontations et voir comment ajuster la tactique. De l'autre côté, comment Arsenal pourrait bien aborder ce match face au Paris Saint-Germain? Les enjeux sont divers pour ces deux équipes parce qu'il faut rappeler que Paris est déjà champion et vise aussi une coupe au niveau de la France. Or, Arsenal, c'est en quelque sorte, Arsenal joue son va-tout sur cette confrontation, joue sa saison. Parce que depuis le début, depuis l'arrivée d'Arteta, c'est la course au trophée majeur. Et cette année, l'opportunité, elle est belle. L'an dernier, l'équipe qui était bien meilleure est tombée face au Bayern dès les quarts de finale. Arsenal va jouer sa saison sur cette demi-finale parce que, comme je l'ai rappelé, Arteta a vu le trophée majeur et cette opportunité, après avoir éliminé le Real de Madrid, tenant du titre, c'est normalement le boulevard doit être ouvert pour remporter. Il n'y a pas de raison pour ne pas remporter, même si en griffe le Real était diminué tactiquement et physiquement. Arsenal a les armes et les intentions pour pouvoir marcher sur le PSG. Il va falloir se donner l'opportunité en créant la surprise, pourquoi pas, et en abordant ces deux confrontations avec l'énergie du désespoir. Est-ce que le rêve est tout de même permis cette année pour le Paris Saint-Germain? Oui, le rêve est permis parce que les voyances sont au vert. Comme je l'ai dit, je le rappelle, ils sont invaincus en championnat, même si le début de saison de la Ligue des Champions était difficile, mais ils ont su se rattraper. C'est comme s'il y a eu un déclic depuis le match face à Manchester City où ils étaient menés quasiment 2-0. Donc, la deuxième mi-temps de Paris a changé complètement la saison de Paris. Et depuis lors, Paris ne fait qu'aligner des victoires. Ils sont déjà champions. Ils visent le record d'Arsenal qui a été invincible en première ligue. Ils veulent aussi être invincibles. C'est sur cette ligne-là qu'ils progressent depuis quelques semaines.
Donc, les voyants sont ouverts. Collectivement, ça va bien. Il n'y a pas de blessés graves. Les joueurs ont assimilé le système. Les joueurs sont en forme. Donnarumma, qui est excellent, qui fait des arrêts. La défense avec Marquinhos, qui est révigoré. Le leader, il est présent. Au milieu, ça tourne bien avec cette triplette João Neves, Vitinha et l'Espagnol. En attaque aussi, l'attaque crache du feu. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se dise pas que c'est la bonne raison. C'est la bonne saison parce que tous les ingrédients sont là. Toutes les cartes sont sur table. À Paris de saisir l'opportunité. Arsenal, Paris Saint-Germain, demi-finale donc allée de la Ligue des Champions européenne à suivre le 29 avril prochain. L'autre demi-finale opposera le FC Barcelone à l'Inter de Milan. À quelle opposition peut-on s'attendre, Khalifa Koné, pour ces retrouvailles entre les deux clubs, même comme beaucoup d'années sont passées? On se rappelle encore de cette demi-finale perdue par Barcelone face à l'Inter de Milan en 2010. Ouais, la physionomie sera très différente de celle que le Barça a connue avec Dortmund. L'Inter est une équipe très, très différente. Et l'Inter, c'est un autre calibre bien supérieur à celle de Dortmund parce que l'Inter, franchement, ça sera très difficile pour Barcelone parce que l'Inter, c'est une équipe, on va dire, très, très rude dans le jeu. C'est une équipe qui défend aisément. C'est une équipe assez complémentaire avec un système très huilé, avec des attaquants qui savent quoi faire au bon moment. Lautaro Martinez, qui a été très, très décisif face au Bayern, l'implication de Marcus Thuram, un milieu emmené par... ça sera franchement une confrontation très, très difficile pour Barcelone. Mais Barcelone aussi, il faut reconnaître que Barcelone, avec l'arrivée de Hansi Flick, fait des choses merveilleuses. Elle termine quasiment deuxième de la phase régulière de la Ligue des Champions derrière Liverpool, devant Arsenal. Pour l'instant, elle tient son rang. Et d'ailleurs, elle est leader aussi en Espagne. Donc, ça sera une opposition de style avec le système de jeu très haut à la médiane que Barcelone utilise depuis le début de saison, avec la défense de fer et de l'Inter. Franchement, une opposition de style à l'ancienne, comme les équipes italiennes savent bien le faire, défendre. Franchement, ça va chauffer. Et justement, ce sont deux équipes qui ont un style de jeu assez différent. Vous le disiez, Khalifa Koné. Est-ce que l'Inter pourra contenir les attaquants barcelonais, Lamine Yamal, Rafinha ou encore Lewandowski? Ça, je ne peux pas vous l'assurer, mais ils vont y essayer. Après avoir contenu le leader en Allemagne, franchement, ils ont les ingrédients. Ce sont des top joueurs, ce sont des top players. L'Inter a une défense très, très, très hermétique, avec un système à 5, même si on joue à 3 derrière, mais lorsqu'on défend, on passe en 5. Donc, ils peuvent, parce que l'Inter, c'est une équipe qui défend très bien. D'ailleurs, sur la phase régulière, si je ne me trompe pas, 3 buts, l'une des meilleures défenses actuellement en Ligue des Champions, même si face au Bayern, elle a encaissé 3 buts également, mais elle a réussi à mettre un de plus. Donc, partant de ce principe-là, tant que tu n'encaisses pas plus que l'adversaire, tu vas toujours te qualifier. Donc, c'est dans cette veine-là que l'Inter se met. On défend bien, on mène bien les transitions offensives et on fait en sorte d'inscrire le but lorsque l'opportunité se crée. Parce que je rappelle que face au Bayern, le but de Lautaro Martinez, c'est une transition très rapide avec l'implication exceptionnelle du jeune français attaquant, Marcus Thuram. Donc, c'est un peu à ce type de match qu'on va s'attendre. L'Inter va attendre, va mieux défendre et va exploiter les brèches des Barcelonais parce que les Barcelonais sont très friands derrière parce que face à Dortmund, ils en ont encore payé les frais. Ce n'est pas l'assurance tout risque et le système en hors-jeu donne les opportunités aux adversaires lorsqu'ils savent se placer. Est-ce que la défense de Barcelone pourra aussi arrêter les assauts de Lautaro Martinez, vous le soulignez, de Marcus Thuram, les deux hommes en forme de l'Inter de Milan, qui ont d'ailleurs fait couler le Bayern de Munich en quart de finale? Ça sera difficile, naturellement. On ne peut pas s'imaginer que l'Inter ne puisse pas inscrire minimum 2 ou à 3 buts sur cette double confrontation parce que Barcelone encaisse beaucoup, parce que lorsqu'on laisse autant d'espace derrière entre la défense et le gardien, il ne faut pas s'étonner lorsqu'on encaisse beaucoup parce que c'est un système de jeu très hybride, très offensif, parce que tout le jeu se passe dans la moitié du terrain de l'adversaire. Et lorsque l'adversaire récupère le ballon, la première intention, c'est de balancer. Si les attaquants s'alignent bien, ça peut passer.
parce que cette défense emmenée par Koubarsi, emmenée par Martinez, c'est pas une défense, on va dire, à l'image de l'Inter, une défense rugueuse, mais c'est une défense technique qui sait mieux se placer. Et si elle fait face à certaines défenses, connaissant l'habileté de Marcus Thuram et de Lautaro Martinez dans le positionnement, dans l'utilisation des angles morts des défenseurs, ça peut prendre parce que le but exceptionnel de Lautaro Martinez sur l'extérieur, tout part de Marcus Thuram, il utilise convenablement l'angle mort du défenseur pour se placer dans l'axe et lorsqu'on fait le retrait, il fait une petite remise qui permet à Lautaro de marquer un but exceptionnel. Donc, cela traduit toute l'intelligence des attaquants interistes. Donc, Barcelone aura fort à faire. S'ils veulent tenir cette attaque muette, il va falloir jouer différemment, même s'il faut intégrer aussi les préceptes depuis le début de saison imposés par Hansi Flick. Belle opposition donc entre Barcelone et l'Inter de Milan à venir. Demi-finale aller de la Ligue des Champions Barcelone-Inter de Milan à suivre le mercredi 30 avril prochain. Les demi-finales retour de la Ligue des Champions européenne se joueront le mardi 6 mai et le mercredi 7 mai. On arrive presque au terme de cette discussion. J'aimerais, Khalifa Koné, qu'on s'arrête cette fois sur l'élimination du Real de Madrid, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund en quart de finale. D'abord, comment comprendre celle du Real de Madrid? 2 défaites d'abord à Arsenal, 3-0, puis 2-1 à domicile. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Madrilènes cette année? On va dire que à force de jouer avec le feu, on finit par s'y brûler. Parce que depuis le début des saisons, le Real n'est pas étincelant. Le Real, c'est une force de résilience qui a fini par flancher parce que le Real, depuis le début des saisons, fait face à certaines difficultés. Même si là, on a enregistré l'arrivée de Kylian Mbappé qui est un plus, un boost pour cette équipe. Mais paradoxalement, cette équipe s'est retrouvée déséquilibrée. Parce que toute fois que Carlos Ancelotti a aligné ses 4 devant, ça a toujours été difficile pour le Real de Madrid. Après aussi, il a la blessure de Carvajal. Le Real de Madrid ne recrute pas. Donc, elle fait face aux forces en présence. On décale Valverde sur le côté qui dépanne au poste de latéral droit. Donc, à un moment, on se disait que ça allait flancher au regard des physionomies des matchs parce que toutefois que le Real a affronté des grosses équipes qui savaient mettre de l'intensité, qui savaient mettre de la circulation de balles, le Real a toujours perdu. Face à l'AC Milan, il s'est incliné. Face à Lille, encore, elle s'est inclinée en Ligue des Champions. Face à Barcelone, elle a reçu plusieurs revers, plusieurs éliminations en coupe et en finale de coupe et aussi en championnat. Donc, c'était totalement évident que cela arrive, mais on se demandait quand est-ce que cela allait arriver. Parce que on s'imaginait pas que cela puisse arriver dans la compétition fétiche du Real de Madrid, parce que c'est sa compétition. Elle a 15 Ligues des Champions et elle est tributaire de plusieurs scénarios ébouriffants. Donc, on s'imaginait pas que cela arrivait comme ça, de cette manière. Mais c'est juste une logique footballistique, parce que lorsqu'on ne produit pas du beau football et qu'on ne fait pas les efforts nécessaires, naturellement, on se fait battre. Au match aller, Arsenal a couru près de 13 km de plus que les joueurs du Real de Madrid. Pareil aussi au match retour. C'est un peu ça, c'est un peu symptomatique. Cela montre un peu les difficultés de l'équipe du Real de Madrid. Donc, c'est juste une logique footballistique qui a été respectée parce que Arsenal, c'est un collectif très fort, c'est un collectif très sérieux, appliqué, qui défend bien, qui attaque bien, qui laisse peu d'occasions aux adversaires. Donc, c'est un sport logique. Est-ce que Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real de Madrid, quittera le club à la fin de la saison? Car le Real pourrait ne pas être champion d'Espagne cette saison. Après le fiasco en Ligue des Champions, c'est le terme c'est le terme utilisé par les supporters du Real de Madrid. Finalement, est-ce que Carlo Ancelotti pourrait quitter Madrid à la fin de la saison? On va dire qu'il est assis sur des braises brûlantes parce que il y a un risque de saison blanche, car le Real presque pratiquement deuxième de la Liga, même s'il y a encore une coupe à jouer dans quelques jours face au FC Barcelone, qui est très en forme. On s'imagine pas comment ils vont faire après avoir issu un revers face à Arsenal. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Je pense pas que Carlos Ancelotti ira maintenant parce que lui-même il exprime cela depuis l'élimination face à Arsenal. Il veut rester, aller au bout de son contrat. Pour lui, c'est un honneur que le Real de Madrid lui fait d'entraîner cette équipe. Donc,
je pense pas qu'il ira, même si au Real, on pense déjà à la succession de Carlos Ancelotti, parce que le bruit de couloir court. Certains annoncent Xabi Alonso, certains aussi annoncent Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool, qui est d'ailleurs séduit par cette équipe. Et de son côté aussi, Carlos Ancelotti a aussi la proposition du Brésil qui est très, très brûlante, qui se fait pressante même parce que cette sélection insiste tellement afin d'enrôler Carlos Ancelotti sur son banc pour la Coupe du Monde qui arrive. Donc, reste à voir ce que Carlos Ancelotti fera, si il va peser un peu dans la balance ce qu'il faut faire et faire le choix idoine, même si actuellement on va dire qu'il est plus poussé vers la sortie au regard des résultats avec le Real de Madrid. Il est très très fragilisé. Et Carlo Ancelotti qui pourrait donc quitter le Real de Madrid peut-être à la fin de la saison. Élimination également du Bayern de Munich par l'Inter de Milan. Est-ce que le Bayern de Munich reste malade, Khalifa Koné, quand on pensait que le club s'en sortait depuis l'arrivée de Vincent Kompany sur le banc de touche? Oui, effectivement, le club s'en sortait, mais c'était pas aussi maîtrisé. Le Bayern a eu d'énormes revers cette saison avec des matchs moins maîtrisés, avec des matchs moins aboutis. Mais lorsqu'on a un collectif fort et des individualités fortes, on arrive toujours à s'en sortir des situations les plus compliquées. Donc, l'arrivée de Kompany a rebattu le cadre, a redonné un peu, a revigorer cette équipe parce que la saison dernière a été une saison très catastrophique. Donc, le club est parti sur d'autres bases, de nouvelles bases. On se disait que la mayonnaise allait prendre. La mayonnaise a pris, mais elle n'a pas totalement prise parce que cette double confrontation, le Bayern aura des regrets. Elle perd sur sa pelouse à l'Allianz Arena 2-1. Elle part faire un match nul 2-2 après une physionomie folle face à l'Inter. Certains joueurs ont manqué de présence, à l'image d'Harry Kane, qui a manqué de justesse et de lucidité à certains moments face au cage de Yann Sommer, l'indisponibilité de Upamecano. Donc, ce sont des facteurs atténuants qui légitiment un peu cette élimination parce que toutes les forces en présence n'y étaient pas. Si on se met à titulariser Müller, qui est quasiment sur le départ, sur le deuxième match, c'est qu'il y a problème parce que Musiala était blessé et il est toujours d'ailleurs blessé. Donc, ce sont les circonstances qui ont tenu un peu cette élimination et on s'est dit que elle va se débrouiller. Le Bayern va se débrouiller pour finir la saison première en Allemagne et puis entamer une nouvelle saison avec d'autres objectifs. N'oublions pas aussi qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Donc, Vincent Kompany a essayé de restituer un peu le contexte, a essayé de garder tout le monde mobilisé pour atteindre les derniers objectifs de fin de saison et de début de saison prochaine. Élimination aussi du Borussia Dortmund, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Est-ce que tout est à refaire pour le Guinéen Serhou Guirassy s'il veut gagner un trophée individuel majeur, Guirassy dont le pays n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en décembre prochain au Maroc? Naturellement, tout est à refaire parce que Guirassy est sorti d'une saison tout feu, tout flamme, ce qui lui a permis d'atterrir, de poser ses valises du côté de Dortmund. Un début de saison très difficile, il s'est d'ailleurs blessé. Après, le coach présent, le discours passait pas, il a été viré, le Turc, il a été viré. On a fait venir un technicien croate, Niko Kovac, qui essaye de faire avec les forces en présence, qui essaye de remobiliser un peu les troupes. En championnat, ils sont à la traîne, ils sont difficiles. Et il y a un espoir de qualification européenne. Donc, tout est à refaire pour Guirassy parce que c'est un attaquant très en forme qui, depuis quelques saisons, confirme petit à petit ce qu'on pense de tout le bien qu'on pense de lui. Et d'ailleurs, il est actuellement meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts. Il a claqué un triplé face à Barcelone. Donc, tout est à refaire parce que la Guinée aussi, ça ne va pas. Elle ne partira pas à la CAN. Elle est mal embarquée dans son groupe pour la Coupe du Monde. C'est difficile. Donc, c'est une tasse à boire à moitié pleine parce que d'un autre côté, vous brillez et d'un autre côté, votre club est en difficulté. Ça vous fragilise pour les distinctions individuelles, notamment le ballon d'or africain. Donc, franchement, Guirassy doit essayer de tourner la page de cette saison et puis s'orienter sur la nouvelle saison tout en espérant qu'elle soit aussi tout reluisante
avec de bonnes performances et pouvoir aussi postuler pour les distinctions individuelles. Parce que c'est un peu ça, parce que Dortmund, la saison dernière, dispute certes la finale de la Ligue des Champions face au Real de Madrid, qui était d'ailleurs une surprise pour tout le monde. Et cette année, elle se fait éliminer en quart de finale face au Barcelone. Donc, en championnat aussi, c'est compliqué. Donc, c'est pas un grand d'Europe sur lequel on peut compter pour dire, ah ouais, cette équipe sera présente, elle sera à tel niveau, à tel stade de la saison, elle va jouer comme ça, elle va produire tel jeu. Donc, c'est toujours une équipe avec laquelle on ne sait pas à quoi s'attendre. Parce que c'est une équipe qui mise beaucoup sur les jeunes. Or les jeunes ont plusieurs irrégularités. Tantôt ça brille, tantôt ça flanche. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser avec Dortmund. Donc, Guirassy va devoir se montrer patient et espérer que les planètes s'alignent pour pouvoir décrocher des distinctions et pourquoi pas des trophées majeurs avec Dortmund. Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous, Khalifa Koné. Ça fait plaisir de compter sur vos analyses, vos commentaires. Vous étiez en ligne avec nous d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif ivoirien. Merci, bon week-end et vivement à la prochaine. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Bon week-end à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout Terrain. Et d'ici à là, portez-vous bien.